Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Chers collègues, on ne fait rien quand on a la géographie contre soi. Or, en la circonstance, ce n'est pas seulement l'histoire que nous avons avec nous, c'est aussi la géographie. Ces paroles étaient prononcées ici même en 1946 par le député Aimé Césaire. Cette fois dans la grande France, au lendemain d'un conflit mondial qui l'avait mise à genoux, doit être une leçon pour tous les déclinologues qui nous persuadent que la France est un lopin de terre insignifiant. Qu'apprenons-nous à nos enfants? Superficie, 550 000 km², à peine 1% de la population mondiale, 0,4% des terres émergées. Un conditionnement des esprits à la micro-France. Quoi de mieux pour convaincre nos futurs concitoyens que leur pays a besoin de se tourner vers Bruxelles, vers Berlin, vers Washington pour assurer sa survie dans la mondialisation. La grande France n'a pas disparu dans la dilution de la mondialisation. Elle est là, présente et bien présente. Nation aux 4 continents, ça a été dit, la France est frontalière avec 27 États. Grâce au DOMCOM, nous possédons 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives qui érigent notre pays au rang de seconde puissance maritime mondiale. Ces données ne sont pas neutres, elles donnent à la France une mission vis-à-vis de son peuple des 4 continents, tout en exigeant des gouvernants visionnaires. Voilà l'occasion d'évoquer ces DOMCOM trop souvent oubliés et qui sont pourtant la pierre angulaire d'un projet qui redonnera à notre pays un levier de puissance. Car les DOM, loin de nos yeux, sont pourtant bien proches du cœur de notre histoire nationale. Par exemple, la Martinique, française depuis le règne de Louis XIII, française avant Nice. Malheureusement, vous considérez ce 2,5 millions de Français ultramarins comme des assistés puisque aucun projet d'avenir ne leur est proposé, ne leur est assuré. Il est grand temps de renforcer la continuité territoriale entre la métropole et les DOM et de les réorganiser en grandes régions maritimes, la région d'Amérique, la région de l'océan Indien, la région du Pacifique. 62% de la zone économique exclusive française se trouve dans le Pacifique grâce aux îles de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Et que fait le président de la France? Eh bien, il décide de rester neutre dans le débat sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, dont le référendum sur l'autodétermination est prévu en 2018. Voilà un capitaine qui navigue à contre-courant des intérêts français. Plus que jamais, nous devons soutenir le programme d'extension du plateau continental qui permettrait d'ajouter 400 000 km² de zones économiques exclusives. Si l'ONU validait notre requête, nous deviendrons dès lors la plus grande zone économique exclusive au monde. Les atouts y sont énormes. 2/3 des ressources de nickel, de plus en plus convoitées, sont dans le Pacifique. Les grandes puissances ont fait de cette zone leur terrain de jeu du siècle nouveau. La Chine est passée de 33 millions de dollars d'investissement en 2000 à 200 millions en 2013. Alors que les États-Unis entendent y mener un projet de libre-échange transpacifique. Il est donc temps d'agir pour éviter le pillage de nos ressources maritimes. Beaucoup de pays l'ont compris et luttent pour étendre leur espace maritime. La France doit aussi faire entendre sa voix dans l'Atlantique sur le dossier de l'extension de son plateau continental à Saint-Pierre-et-Miquelon, potentiellement très riche en hydrocarbures. Nous ne pouvons pas laisser cette zone de l'Atlantique Nord dépérir depuis qu'en 1992, l'ONU a considérablement réduit notre ZEE au détriment des activités de l'île française, véritable carrefour entre New York et le Groenland et point d'appui de la francophonie en Amérique du Nord. La géopolitique mondiale du XXIe siècle se concentre sur la souveraineté maritime. Alors que nos dirigeants prônent le toute Europe, les autres nations œuvrent à l'affirmation de la souveraineté via l'horizon bleu marine. La souveraineté, voilà l'avenir. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine se lancent dans de grands efforts navals avec des navires de surface, des sous-marins, des porte-avions. Quand la France possède des outils de rayonnement, vous les rendez vulnérables. L'Ifremer, dont le budget de fonctionnement chute depuis plusieurs années, est considérablement fragilisé par la délocalisation de son siège, estimé à 18 millions d'euros. L'Institut permet pourtant à notre pays d'être toujours à la pointe de la recherche maritime. La conquête des océans doit nous ouvrir des opportunités économiques, énergétiques, alimentaires, de santé, de transport. Le PIB dû aux activités maritimes n'est que de 2,4%, dérisoire au vu de la formidable perspective qui s'offre pourtant à nous. 85% des échanges commerciaux se font par voie maritime. Or, nos ports nationaux se placent loin des premiers ports mondiaux. Augmenter nos efforts en la matière améliorera bien sûr notre compétitivité. En optimisant sa souveraineté par les mers, la France peut apporter encore plus au monde. La mer contient 80% de la biodiversité existante, trésor pour la santé. Face à la croissance démographique, la France a une carte à jouer en développant la pisciculture et l'aquaculture.
Ce modèle de souveraineté ne pourra pas se faire sans l'atout de la francophonie, outil indispensable pour bâtir une civilisation prête à lutter contre l'hégémonie atlantiste et chinoise. Il est temps de sortir nos compatriotes d'outre-mer de ce destin d'oubliés, tellement oubliés que les chômeurs hors métropole ne sont même pas comptabilisés dans les statistiques officielles sur le chômage. Il est temps de leur permettre de devenir des acteurs essentiels de la prospérité française. François Hollande appelait il y a peu les Français à l'audace. Alors invitons ce gouvernement à une politique maritime audacieuse, à la mesure des atouts qui sont les nôtres.